Salam alaikum, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Euh, Nous allons commencer le cours de recherche-action qui sera divisé en 4 parties. Euh, Ce cours il est destiné aux enseignants stagiaires du CRMF et le cours il est appuyé par une série de réflexions dans la classe pour expliquer ou détailler ou réfléchir sur ce qui n'est pas clair pendant le cours mis en ligne. Donc en ce qui concerne le sommaire, ça sera, on va essayer d'entamer directement euh, le cours par un bref historique. Ensuite, la philosophie générale de la recherche-action. Qu'est-ce qu'une recherche-action? Une définition. Processus de recherche. Recherche et recherche. Les objectifs de la recherche-action. Caractéristiques et étapes principales d'une recherche-action. Donc cette première partie, elle va s'intéresser plus à l'historique et à la philosophie générale d'une recherche-action. Donc dans les années 30, a vu les prémices de la recherche-action, donc qui s'appelait au début la sociologie clinique, ce qui va être appelé par la suite en France action éducative en milieu scolaire, en milieu ouvert. En fait, l'action éducative en milieu ouvert en France actuellement, en fait, c'est une mesure judiciaire civile au bénéfice d'enfants d'enfants d'une même famille, qui consiste à l'intervention à l'intérieur du foyer ou à domicile d'un travailleur social pour une durée déterminée pour résoudre certains problèmes chez les enfants en difficulté. Donc, la première fois qu'a été utilisée l'expression recherche-action par l'anthropologue John Collier en 1947. Ceci, en fait, c'est Georges Lapassade, c'est un philosophe et sociologue français qui est décédé en 2008, qui considérait que Collier comme le premier inventeur du mot, d'expression recherche-action. Collier, en fait, c'était un sociologue et écrivain américain et fut commissaire de l'administration du président Roosevelt. Et il utilisa les découvertes ethnologiques sur les Indiens, des réserves aux États-Unis en fait pour leur soutien et reconnaître les droits des communautés indiennes à l'autonomie en fait. Donc c'était certaines recherches à cette époque-là pour en fait
prenait plus le sens d'une recherche-action que autre chose. Donc ensuite, nous allons voir que toujours à partir des sciences humaines, et en fait les sciences humaines et sociales, deux conceptions ont vu le jour, et ceci selon René Barbier, qui est d'ailleurs c'est un spécialiste de la recherche-action aussi. Ces deux périodes, ils sont liés à des périodes, bien sûr, à des moments, et à des localisations, à des lieux géographiques, et à des chercheurs, à des théoriciens. Donc la période d'émergence et de consolidation, en fait, elle a vu naissance en, en Amérique. Par contre, la période de radicalisation politique et existentielle l'a vu le jour en Europe et au Canada. La première, c'était avant et pendant la Seconde Guerre mondiale. La deuxième, c'était, ça prenait, ça débutait aux années 60 jusqu'à nos jours. Donc, le précurseur, donc c'est Kurt Lewin, par rapport à la période d'émergence et de consolidation. L'autre période, c'est le philosophe allemand Hans Moser. Donc, la première période qui a vu le jour avec Kurt Lewin, du coup, c'est un professeur et psychologue. En fait, c'était action-recherche. Recherche-action, c'est-à-dire une action à un niveau réaliste, toujours suivi toujours suivi par une réflexion autocritique objective et une évaluation des résultats. Donc, il considérait que il, il ne voulait pas de recherche euh, sans action, ni d'action sans recherche. Donc, il a lié. Et en fait, c'est une citation, c'est là, nous ne voulons pas de recherche, nous ne voulons pas d'action sans recherche, ni de recherche sans action. C'est dans le livre de Marot en 1972, historique de la recherche-action. Donc en fait, cette période d'émergence et de consolidation, c'était le début, le commencement de la recherche-action, et c'était l'idée euh, de cette conception à cette période-ci, c'était euh, que la recherche est étroitement liée à l'action. Donc pour la deuxième période, euh, qui était plus européenne et canadienne, euh, elle devient la recherche-action, en fait, elle devient nettement plus engagée et avec une émancipation euh, dans la perspective d'une philosophie proche de l'école de Francfort. Euh, et ceci est cité par Barbier-René. Donc ceci, c'est juste des citations. Ce qu'il faut retenir en fait, c'est qu'il y avait deux périodes
Nous allons voir après leur lien avec la conception philosophique pour bien expliciter ceci euh, pendant le cours. Donc, euh, ceci peut être un peu ambigu pour vous, mais c'est juste ce qu'il faut savoir, c'est que il y avait deux périodes et ce qu'il faut savoir, c'est euh, le commencement et la fin de chaque période. Donc, ce qu'on peut avancer en ce qui concerne la recherche-action, c'est sa philosophie générale euh, et son lien avec les approches scientifiques. Donc, tout projet de recherche doit se positionner quant à la théorie de connaissance qu'il véhicule. Donc, chaque recherche, chaque projet d'action, chaque projet de recherche porte en lui une, une prémisse de, de approche et de théorie de connaissance. Nous allons expliquer, il y a, selon Creswell, les quatre théories de connaissance les plus répandues. Il y en a beaucoup, mais nous avons choisi les quatre plus connus, qui sont le post-positivisme, le constructivisme, la perspective transformatrice, la perspective pragmatique. Et je vais essayer de définir chaque théorie et donner une idée sur chacune. Et vous allez voir que tout de suite, vous allez vous positionner en tant que chercheur dans la recherche-action euh, euh, par rapport à ces quatre approches. Donc la première théorie, le post-positivisme. Donc ce qu'on peut dire, c'est elle est connue par l'idée que les causes déterminent les effets, les résultats. Donc les problèmes étudiés nécessitent l'identification en fait des causes. Donc avant les problèmes qui sont qu'on veut étudier ou sur lesquels on veut appliquer une recherche nécessitent impérativement la connaissance et l'identification des causes. Donc en fait, dans cette approche, les gens ils se positionnent plus sur les causes que sur la méthodologie ou sur la pratique ou etc. Donc on se centre plus sur les causes. Donc en gros, le terme qu'il faut retenir pour cette approche, c'est que les causes, c'est les causes qui déterminent les effets. Donc pour cette approche, le savoir euh, est hypothétique en fait, conjecture. Et la vérité absolue ne peut jamais être trouvée. Donc en ce qui concerne la méthode scientifique, quand on se positionne dans cette approche, la méthode scientifique consiste pour un chercheur à commencer par une étude de la théorie de la collecte des données, qui appuie ou au contraire contredit cette théorie, faire des révisions nécessaires et conduire
les expériences. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que dans cette approche, les problèmes étudiés nécessitent l'identification des causes. On ne va pas plus expliquer les théories, mais c'est juste l'idée. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est juste l'idée. Donc, la deuxième théorie, le constructivisme, en fait, c'est que quand on se positionne dans cette approche, les individus, ils cherchent à comprendre le monde dans lequel ils vivent et développent des significations différentes selon leur propre expérience. Donc à, on peut pas se positionner dans cette théorie si on commence pas l'explication et la signification par ses propres expériences. Euh, la perspective transformatrice, elle soutient l'idée selon laquelle en fait la recherche doit être mêlée à la politique, à un agenda de changement pour confronter euh, l'oppression sociale. Donc, euh, pour la recherche, elle contient un agenda. Les problématiques spécifiques de pouvoir, d'inégalité, d'oppression, etc. Le chercheur, il travaille de manière participative avec les participants. Euh, donc en fait, ça c'est la, la perspective transformatrice qui se positionne en fait pour une certaine transformation selon un agenda de réforme. Enfin, la perspective pragmatique, et je vous conseille de bien me suivre, le pragmatisme en tant que théorie émerge de l'action. Elle est concernée par l'application, cherche à trouver des solutions qui marchent à des problèmes concrets. Le pragmatisme, en fait, en tant que théorie, il émerge de l'action, de situations, de conséquences, et non de conditions antécédentes comme les autres. Bien sûr, c'est en opposition au post-positivisme qui qui s'appuie sur les conditions antécédentes, passées. Donc voilà, comme vous voyez, la recherche-action, elle se positionne plus dans la perspective pragmatique, dans la perspective où euh, l'action qui prime. Donc c'est la situation d'action. Donc par l'application, par la résolution de problèmes concrets. Donc voilà, j'ai essayé, même si ça va plus ou moins vous paraître un peu ambigu, mais le positionnement d'un projet de recherche action, il se positionne plus dans la perspective pragmatique. En tant que réflexion entre la théorie et la pratique, donc euh, je voulais citer cette citation ou cette réflexion euh, d'Albert Einstein qui dit que la théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. Et la pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Donc, en tant que réflexion,
je vais vous donner ces 4 phrases. Quand le questionnement se centre sur l'action et qu'on pose la question comment faire pour que. Et la deuxième réflexion, c'est le questionnement se centre sur l'investigation. Qu'est-ce qui se joue ici? Pourquoi cela se passe-t-il ainsi? Donc, ces deux questionnements peuvent expliquer un petit peu où on peut en déduire la différence entre la recherche académique et la recherche action. Donc, en, en gros, j'ai essayé d'être bref sur l'historique de la recherche-action et par rapport à la philosophie générale, c'est-à-dire le positionnement de la recherche-action par rapport aux théories de la connaissance. Et je crois que c'est intéressant de voir et de comprendre que la recherche-action, elle est bien plus différente que l'on pense de la recherche académique parce que beaucoup de gens croient que il n'y a que le point, le côté action dans la recherche-action et qu'elle est identique à la recherche académique alors que c'est faux. Donc, comme nous allons le voir euh, ultérieurement en comparant entre la recherche académique et la recherche action, en faisant une comparaison, nous allons voir aussi le protocole cyclique de la recherche action. Nous allons voir aussi les caractéristiques et les étapes et nous allons finir sur des, euh, des, euh, des travaux pratiques pour vous faire rapprocher du comment réaliser et comment réussir une recherche-action, rester et devenir bien sûr un enseignant réflexif. Donc je vais m'arrêter ici. Euh, et en faisant une petite introduction sur le prochain cours. Donc le cours entier sera divisé en 4 parties et bien sûr le gros du travail sera fait dans le cours. Donc je vous souhaite une bonne journée et au prochain cours, Inch'Allah.